Au 45e étage de l'édifice le plus imposant de l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, le soleil du matin éclairait la salle de réunion d'Horizon Entreprises, le plus grand conglomérat de technologie et d'innovation du pays. Les cadres attendaient, tendus, ajustant leurs cravates et vérifiant les données sur leur tablette une dernière fois. Il était 9h28. Elle arriverait dans 2 minutes, toujours ponctuelle, jamais en avance, jamais en retard. Les portes vitrées s'ouvrirent avec un doux sifflement. Victoire Montaigne, 34 ans, PDG milliardaire et fondatrice d'Horizonte, entra dans la pièce d'un pas ferme et précis. Ses talons résonnaient comme des sentences, sur le sol de marbre. Elle portait un tailleur bleu marine parfaitement ajusté, ses cheveux noirs tirés en un chignon impeccable. Des yeux brun foncé qui analysaient chaque détail, chaque faille. « Bonjour », dit-elle sèchement, tandis que tous se levaient, dans un réflexe conditionné de respect et de peur. Rapport trimestriel. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Richard Poisson, le directeur financier, s'empressa de projeter les graphiques sur le grand écran. Nous avons enregistré une croissance de 3,8% ce trimestre, Madame Montaigne. Nous avons dépassé les attentes de 3,8%, l'interrompit Victoire, sa voix froide coupant l'air comme un rasoir. L'objectif était de 4,5%. Qu'est-il arrivé aux 0,7% restants, Richard? Ils se sont évaporés? L'homme déglutit, son visage pâle contrastant avec sa cravate rouge. Le marché a connu une contraction inattendue due à la crise monétaire, mais crise monétaire. Il est intéressant de noter que Tech France a réussi à croître de 5,2% face à cette même crise. Victoire jeta un dossier sur la table. Peut-être devrais-je embaucher leurs analystes, ou peut-être... Elle marqua une pause, regardant directement Richard dans les yeux. Devriez-vous cesser d'utiliser des excuses pour masquer votre incompétence? Le silence dans la salle était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Personne n'osait même respirer profondément. Victoire n'avait pas bâti sa fortune de 3,2 milliards d'euros en étant complaisante. Elle n'était pas parvenue au sommet des listes des entrepreneurs les plus influents de France en acceptant des justifications. Et elle ne maintenait certainement pas Horizonte en position de leader du marché en tolérant les échecs. « Caroline », s'adressa-t-elle à la directrice marketing, une femme blonde qui se redressa immédiatement. « Expliquez-moi pourquoi le lancement de l'application Horizon Santé n'a eu que 800 000 téléchargements la première semaine, alors que nous avions projeté 1,2 million. Nous nous concentrons sur la qualité de l'utilisateur, pas sur la quantité, Madame Montaigne, répondit Caroline, essayant de garder son calme. Les retours ont été exceptionnels, avec une note moyenne de 4,8 étoiles, et... Des chiffres, Caroline, ne me parlez pas de cette histoire de qualité sur quantité. Victoire feuilleta un rapport devant elle. Savez-vous ce que je vois ici? Je vois une campagne marketing qui a coûté 12 millions d'euros et a donné des résultats médiocres. C'est alors que Victoire remarqua du coin de l'œil un mouvement discret au fond de la pièce. Un homme d'âge moyen, portant un uniforme gris avec le logo d'Horizonte, nettoyait silencieusement les vitres des fenêtres. Il y avait quelque chose dans sa façon de travailler, méthodique, concentré, presque invisible, qui irrita profondément Victoire. « Vous là » désigna-t-elle brusquement, faisant se retourner l'homme. « Y a-t-il une urgence qui justifie le nettoyage de ces fenêtres pendant ma réunion ?» L'homme, avec ses cheveux, gris aux tempes et ses yeux bruns tranquilles, répondit poliment « Pardon, madame, j'ai reçu l'ordre de nettoyer toutes les salles de réunion avant 10 heures. » « Et vous ne pouviez pas attendre encore ?» Victoire consulta sa montre de luxe. « 20 minutes pour que ma réunion se termine ? Ou votre cerveau est-il incapable de traiter un simple changement d'horaire ?» Certains cadres détournèrent le regard, gênés par le traitement réservé à l'employé. D'autres gardèrent des expressions neutres, sachant que toute démonstration d'empathie pourrait attirer la colère de Victoire sur eux. « Je peux revenir plus. Tard sans problème, » dit l'homme, commençant à ramasser son matériel de nettoyage. « Non, puisque vous êtes là, finissez vite, » ordonna Victoire avec dédain, « mais au moins ayez l'air utile. Cette fenêtre a encore des traces. » Le commentaire blessa comme une gifle. L'homme s'arrêta un instant, son visage reflété dans la vitre qu'il nettoyait. Quelque chose dans ses yeux changea. Ce n'était pas de la colère,
C'était une sorte de résignation mêlée de dignité. Pendant ce temps, Victoire poursuivait son massacre. Maintenant, Maurice, expliquez-moi pourquoi nous avons perdu 3 développeurs seniors au profit de la concurrence ce mois-ci. Le directeur des ressources humaines ajusta nerveusement ses lunettes. Ils ont reçu des offres substantiellement meilleures, Madame Montaigne. Nous sommes sur un marché concurrentiel et... Des offres meilleures? Victoire rit, un son sans humour. Notre entreprise paie les meilleurs salaires du secteur. S'ils sont partis, c'est parce que vous et votre équipe avez échoué à les maintenir motivés. Peut-être devriez-vous être le prochain à chercher de meilleures offres, n'est-ce pas? La réunion se déroulait comme un peloton d'exécution, Victoire tirant des critiques implacables à chaque présentation. Les chiffres étaient toujours insuffisants, les stratégies toujours défaillantes, les idées toujours médiocres. « C'est pathétique », déclara-t-elle après la présentation de Renée, directrice de l'innovation. « Vous appelez ça un plan d'expansion? Cela ressemble à quelque chose qu'un stagiaire de première année ferait la veille d'une échéance. » Renée, une femme compétente avec 15 ans de carrière et un master à l'étranger, sentit ses yeux picoter. « Je peux refaire l'analyse avec vos considérations, madame. Faites-le, et envisagez également de mettre à jour votre CV, car je commence à remettre en question votre utilité dans cette entreprise. » C'est alors que l'agent d'entretien, qui travaillait toujours silencieusement sur les fenêtres, laissa tomber accidentellement un chiffon sur le sol. Le petit bruit fut suffisant pour que Victoire reporte sa frustration sur lui. « Sérieusement? Vous ne pouvez même pas nettoyer les fenêtres correctement ?» L'homme se baissa pour ramasser le chiffon et en se redressant, quelque chose tomba de la poche de sa chemise, un petit porte-clés avec des ailes argentées. Il le ramassa rapidement et le rangea, mais pas avant que Victoire ne le remarque. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une partie. De votre uniforme inclut-elle des bibelots personnels maintenant ?» demanda-t-elle avec mépris. « C'est juste un porte-clés, madame, » répondit-il calmement. « Un souvenir. Eh bien, gardez vos souvenirs pour en dehors des heures de travail. Vous êtes payé pour nettoyer, pas pour exhiber vos babioles sentimentales. » Quelque chose changea dans le visage de l'homme. Ce ne fut pas un mouvement brusque, ni une altération évidente de son expression. Ce fut quelque chose de plus profond, comme une décision prise après une longue réflexion. Il regarda directement Victoire pour la première fois. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Peut-être devriez-vous commencer par retrouver votre cœur. » La pièce se figea. C'était comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de l'environnement. Personne, dans toute l'histoire d'Horizon Entreprise, n'avait jamais confronté Victoire Montaigne de cette manière. « Qu'avez-vous dit ?» demanda Victoire, sa voix dangereusement basse. « J'ai dit que peut-être vous devriez retrouver votre cœur, » répéta l'homme sans changer son ton serein. « Je vois que vous blessez les autres juste pour cacher le fait que vous êtes blessé à l'intérieur. » Les cadres présents échangèrent des regards nerveux. Certains retinrent même leur souffle. Ce qui allait suivre serait, sans aucun doute, une explosion de fureur comme ils n'en avaient jamais vu. Le visage de Victoire Montaigne prit une pâleur morbide, contrastant avec la rougeur qui montait à son cou. Ses yeux, habituellement calculateurs, brûlaient maintenant d'une fureur incontrôlable. « Comment osez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Quel est votre nom ?»« Auguste, Auguste Mireille, » répondit l'homme sans détourner le regard. « Eh bien, Auguste Mireille, vous êtes renvoyé, immédiatement. Ramassez vos affaires et quittez mon entreprise avant que j'appelle la sécurité. » Auguste hocha légèrement la tête, comme s'il s'attendait déjà à cette réaction. Calmement, il commença à ramasser ses produits de nettoyage. « Vous ne pouvez pas me blesser plus que la vie ne l'a déjà fait, » dit-il, toujours avec cette sérénité déconcertante. « Mais vous êtes en train de détruire votre équipe. La vraie force ne réside pas dans la destruction des gens, mais dans leur reconstruction. » En disant cela, Auguste jeta un bref regard aux cadres autour de la table, leur visage marqué par le stress chronique et la peur constante. Puis, il se dirigea vers la porte avec dignité. C'est alors que quelque chose d'inédit se produisit. Raphaël Duval, un jeune analyste de données qui était à la réunion uniquement pour présenter quelques graphiques, commença à applaudir. Le son de ses mains résonna dans la pièce silencieuse, bientôt suivi par Renée, la directrice de l'innovation récemment humiliée. En quelques secondes, plusieurs cadres se joignirent aux applaudissements, certains discrètement, d'autres avec une émotion évidente.
Victoire resta statique, incrédule face à l'insurrection. « Si quelqu'un d'autre applaudit, il peut accompagner Auguste jusqu'à la porte, » menaça-t-elle. Mais sa voix ne portait plus la même autorité. Quelque chose avait changé irréversiblement dans cette pièce. Alors qu'Auguste sortait, Vanessa Lemaire, de l'équipe informatique, gardait les yeux fixés sur son ordinateur portable, non par peur de Victoire, mais parce qu'elle extrayait discrètement les images de la caméra de sécurité de la réunion. En moins de 15 minutes, la vidéo circulait déjà dans les groupes de messagerie interne de l'entreprise. Auguste Mireille descendit au vestiaire au sous-sol, échangea son uniforme contre des vêtements civils et rangea ses affaires dans un sac à dos usé. En quittant le siège d'Horizon Entreprise, il ne montrait ni colère ni tristesse. Il n'y avait qu'une légère préoccupation dans ses yeux. « Comment vais-je expliquer cela à Clairette ?» murmura-t-il pour lui-même en marchant vers l'arrêt de bus. Claire Mireille, sa fille de 10 ans, était la raison de tout dans sa vie. Après que Livia, son épouse, ait été diagnostiquée d'un cancer il y a 3 ans, la vie d'Auguste avait complètement changé. Il avait quitté sa prometteuse carrière d'ingénieur dans l'armée de l'air française pour s'occuper d'elle à temps plein. Et quand Livia s'en est allée, il ne restait plus que lui, Claire et une montagne de dettes médicales. L'emploi chez Horizon n'était pas idéal, mais il offrait une flexibilité d'horaire qui permettait à Auguste d'être présent lorsque Clairette rentrait de l'école. Il fournissait également un plan de santé qui couvrait les médicaments contre l'asthme de la jeune fille. Maintenant, tout cela était perdu. Le bus suivit l'avenue des Champs-Élysées, descendant vers le quartier latin, où Auguste vivait avec sa fille dans un petit appartement. Par la fenêtre, il observait la ville animée, si indifférente aux petites tragédies personnelles qui se déroulaient à chaque instant. « Oncle Jean peut m'aider à trouver quelque chose de temporaire, » pensa-t-il, faisant référence à son frère aîné qui travaillait comme concierge dans une école privée à Neuilly-sur-Seine. Ce ne serait pas idéal, mais cela garantirait au moins l'essentiel pendant qu'il chercherait autre chose. Cet après-midi-là, alors qu'Auguste préparait des pâtes à la sauce tomate, le plat préféré de Clairette, le téléphone sonna. C'était Vanessa Lemaire de l'informatique. « Monsieur Mireille, vous n'imaginez pas ce qui se passe, » dit-elle, la voix pleine d'excitation. « La vidéo de votre confrontation avec Madame Montaigne a fuité. Elle est partout sur Internet. Elle a déjà plus de 200 000 vues. » Auguste fronça les sourcils, confus. « Quelle vidéo ?»« Celle de la caméra de sécurité de la salle de réunion. Quand vous lui avez dit ces choses, les gens vous appellent le héros silencieux, et le hashtag m'a retrouvé votre cœur est parmi les sujets les plus commentés du moment. Mon Dieu, fut tout ce qu'Auguste put dire, ressentant un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Cela va compliquer ma recherche d'un nouvel emploi. Au contraire, s'exclama Vanessa. Il y a déjà des entreprises qui contactent les RH pour vous. Des journalistes veulent des interviews. Vous êtes devenu un symbole contre la toxicité en entreprise. Avant qu'Auguste ne puisse complètement assimiler ce qui se passait, la sonnette retentit. C'était Clairette, rentrant de l'école avec Madame Thérèse, une voisine qui la récupérait les jours où Auguste travaillait plus tard. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? La professeure Marcia m'a montré une vidéo de toi sur Internet, » dit Clairette dès qu'elle entra, ses yeux verts, identiques à ceux de sa mère, brillants de curiosité. « Tout le monde dit que tu es un héros. » Auguste raccrocha, après avoir remercié Vanessa pour l'information, et s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille. « Je ne suis pas un héros, Clairette. J'ai juste dit quelques vérités à une personne qui n'a pas l'habitude de les entendre. »« Tu t'es disputé avec quelqu'un, papa ?»« Pas exactement. Parfois, nous devons défendre ce en quoi nous croyons, même quand c'est difficile. Tu te souviens de ce que maman disait toujours ?» Clairette sourit, récitant les mots qu'elle connaissait par cœur. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais de faire ce qui est juste malgré elle. Auguste serra sa fille dans ses bras, sentant une boule dans sa gorge. « Exactement. Maintenant, on dîne, j'ai fait tes pâtes préférées. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Victoire Montaigne regardait horrifiée la vidéo virale sur son ordinateur portable. Assise seule dans son appartement en duplex dans le 16e arrondissement, avec vue sur le bois de Boulogne, elle voyait sa carrière s'effondrer sous ses yeux. L'enregistrement montrait clairement son comportement tyrannique envers les employés et, pire, captait parfaitement le moment où Auguste, avec calme et dignité, exposait sa vulnérabilité devant
Tous. Dans les commentaires en ligne, l'unanimité était faite. Il était le héros. Elle la méchante. Le téléphone sonna. C'était Alexandre de Vasselot, président du conseil d'administration d'Horizonte. « Victoire, nous convoquons une réunion extraordinaire du conseil pour demain à 8 heures, annonça-t-il, son ton grave témoignant de la gravité de la situation. Cela échappe à tout contrôle. Nous avons déjà perdu 2 contrats importants et 3 sponsors menacent de rompre leur partenariat. Alexandre, cela va passer. C'est juste une tempête sur les réseaux sociaux, tenta d'argumenter Victoire, bien que sans sa conviction habituelle. Ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Les Échos préparent un article de couverture sur le leadership toxique, avec vous comme étude de cas. BFM TV veut faire un spécial sur le harcèlement moral en entreprise. Et ce n'est pas tout, ils ont découvert que cet Auguste Mireille n'est pas un simple agent d'entretien. Victoire sentit un frisson. Comment ça? L'homme était capitaine ingénieur de l'armée de l'air française, spécialisé dans les systèmes aérospatiaux. Il a un master de supaéro. Il a quitté sa carrière pour s'occuper de sa femme malade et de sa fille. Après le décès de sa femme, il s'est entièrement consacré à l'éducation de la jeune fille qui souffre d'asthme chronique. C'est pratiquement une histoire de dépassement de soi digne d'Hollywood, et vous venez d'y jouer le rôle de la méchante. L'appel se termina avec la décision unanime du Conseil. Victoire devait prendre un congé rémunéré pendant que la crise était gérée. En d'autres termes, elle était temporairement écartée de l'entreprise qu'elle avait elle-même fondée. Pendant des heures, Victoire resta paralysée, regardant par la fenêtre les lumières de la ville s'allumer à mesure que la nuit tombait. Comment cet homme, un simple agent d'entretien, avait-il réussi à faire s'écrouler tout son empire en quelques heures? Comment avait-il osé exposer ses vulnérabilités devant tous? Et le pire, comment avait-il réussi à voir si facilement à travers l'armure qu'elle avait mis des années à construire? Je vois que vous blessez les autres juste pour cacher le fait que vous êtes blessé à l'intérieur. Les mots d'Auguste résonnaient dans son esprit. Ils étaient perturbants justement parce qu'ils contenaient une vérité qu'elle refusait d'admettre. Quelque chose chez cet homme simple avait réveillé des sentiments que Victoire avait enfouis pendant des années. La sensation était similaire à celle d'avoir un miroir placé devant son âme, révélant une image qu'elle ne voulait pas voir. À l'extérieur de son appartement de luxe, la ville pulsait, indifférente aux petits drames qui se déroulaient. Mais à l'intérieur de ces murs élégants, quelque chose commençait à se fissurer dans la forteresse que Victoire Montaigne avait bâtie autour d'elle-même. Le lendemain matin, les titres de presse affichaient virtuellement tous les portails d'information du pays. La milliardaire Victoire Montaigne, la reine de glace, confrontée par un agent d'entretien, et la vidéo devient virale. Ancien officier de l'armée de l'air travaillant comme agent d'entretien affronte la PDG tyrannique. Retrouvez votre cœur. Harcèlement moral en entreprise en vidéo. L'affaire Horizonte Entreprise expose le côté obscur du succès. Auguste se réveilla en sursaut au son insistant de la sonnette. Quand il ouvrit la porte, il se retrouva face à un jeune reporter accompagné d'un caméraman. « Monsieur Mireille, nous sommes du journal de 8 heures. Pouvons-nous vous poser quelques questions sur l'incident chez Horizonte Entreprise ?» Auguste ferma la porte poliment, refusant l'interview. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna. C'était le concierge de l'immeuble l'informant qu'il y avait une douzaine de journalistes dans le hall, tous voulant lui parler. Puis un appel de l'école de Clairette. Des reporters tentèrent d'entrer dans l'école pour photographier la jeune fille. « C'est de la folie », murmura Auguste, sentant le poids de la situation. Il ne voulait pas d'exposition, il n'en avait pas besoin. Tout ce qu'il désirait était de trouver un nouvel emploi et de poursuivre sa vie simple aux côtés de sa fille. Il décida d'appeler son frère aîné, Jean Mireille, qui lui offrit rapidement refuge chez lui dans le quartier tranquille de Versailles. « Viens ici avec Clairette jusqu'à ce que cette tempête passe, » dit Jean. « Ma maison est grande, vous serez à l'aise, et les reporters ne vous dérangeront pas ici. » Alors qu'il préparait une petite valise avec l'essentiel pour lui et Clairette, Auguste reçut un appel surprenant. C'était Régine Saint-Pierre, directrice de l'Institut Étoile du Nord, une prestigieuse école privée où sa fille rêvait d'étudier, mais dont les frais de scolarité étaient bien au-delà de ses moyens. « Monsieur Mireille, nous sommes impressionnés par votre histoire. Nous aimerions offrir une bourse d'études complète à votre fille Claire
et de plus un emploi pour vous au sein de notre équipe de maintenance, avec des horaires flexibles compatibles avec son emploi du temps scolaire. Nous serions honorés de vous avoir dans notre institution. » Auguste sentit l'émotion envahir sa voix. « Je ne sais pas quoi dire, Madame Régine. »« Dites oui, » répondit la directrice avec gentillesse. « Nous avons besoin d'exemples comme le vôtre dans notre communauté scolaire. » Au même moment, dans le luxueux bureau d'Horizon Entreprises, le conseil d'administration tenait sa réunion d'urgence. Le climat était tendu, les chiffres de la chute en bourse étant mis à jour à chaque minute. Les actions de l'entreprise ont déjà chuté de 8,7% depuis hier, informa Marcel Tessier, le directeur juridique. Notre réputation est sérieusement compromise. Nous devons gérer cette crise immédiatement. Alexandre de Vasselot, le président du conseil, hocha gravement la tête. L'éloignement de Victoire n'est que la première étape. Nous avons besoin d'une stratégie de relations publiques complète. Peut-être une campagne sur le bien-être au travail, une initiative sociale qui démontre notre engagement envers... Excusez-moi, interrompit Renée, la directrice de l'innovation qui avait été humiliée par Victoire lors de la fameuse réunion. Je crois que nous passons à côté du point principal ici. Il ne s'agit pas de créer une façade pour cacher le problème. Le problème est réel et profond. Notre culture organisationnelle est toxique, et nous avons tous permis qu'elle en arrive là. Un lourd silence suivit ces paroles. La vérité inconfortable planait dans l'air. Tous ici, à un moment donné, s'étaient tus face au comportement abusif de Victoire par peur, par commodité ou par simple autopréservation. René a raison, acquiesça Caroline, la directrice marketing. Nous récoltons ce que nous avons semé. Pendant des années, nous avons toléré et même encouragé le style de leadership tyrannique de Victoire parce qu'il apportait des résultats. Maintenant, la facture est arrivée. Pendant ce temps, isolé dans son penthouse, Victoire assistait à la chute libre de sa réputation. Les commentaires en ligne étaient impitoyables, disséquant chaque aspect de sa personnalité et de son style de gestion. D'anciens employés surgissaient avec de nouvelles histoires sur son comportement abusif. Une pétition en ligne exigeant sa démission permanente en tant que PDG d'Horizon accumulait déjà plus de 500 000 signatures. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Victoire se sentait complètement impuissante. Ni tout son argent, son pouvoir ou son influence ne pouvaient la protéger du jugement implacable de l'opinion publique. C'est alors que, en parcourant les commentaires de la vidéo virale, quelque chose attira son attention. C'était une ancienne photo postée par un ex-collègue de l'armée de l'air d'Auguste Merlès. Sur l'image, Auguste portait son uniforme militaire aux côtés d'autres officiers. Parmi eux, il y avait un homme que Victoire reconnut immédiatement, bien qu'elle ne l'ait pas vu depuis presque 20 ans, le colonel Robert Almeida. Le cœur de Victoire s'accéléra. Robert Almeida avait été le meilleur ami de son père, le capitaine Édouard Monteiro, pilote de chasse de l'armée de l'air française. Lorsque son père décéda dans un accident aérien lors d'un entraînement, Victoire n'avait que 16 ans. Ce fut le colonel Almeida qui apporta la nouvelle à sa famille. Ce fut lui qui remit à Victoire le porte-clés avec des ailes argentées, l'emblème de l'aviation militaire que son père portait toujours comme amulette porte-bonheur. Le même modèle de porte-clés qu'elle avait vu tomber de la poche d'Auguste Merlès lors de la fatidique réunion. « Ça ne peut pas être une coïncidence », murmura Victoire, sentant un frisson parcourir son échine. Impulsivement, elle prit le téléphone et appela le colonel Almeida, maintenant à la retraite, avec qui elle maintenait un contact sporadique au fil des ans. « Colonel, j'ai besoin de savoir des choses sur Auguste Merlès. A-t-il servi avec vous ?» Après un moment de silence, la voix grave du militaire à la retraite résonna de l'autre côté de la ligne. « Victoire. Alors c'est avec vous qu'Auguste a eu cette confrontation. Le monde est vraiment petit. Vous le connaissez ? Bien ? Nous avons servi ensemble pendant presque 10 ans. Auguste était l'un de nos meilleurs ingénieurs, vraiment brillant. Il aurait pu atteindre des grades supérieurs, mais il a tout abandonné pour s'occuper de sa femme malade. Une décision que peu auraient eu le courage de prendre. Victoire sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Colonel, il a connu mon père ?» Un autre moment de silence, plus prolongé cette fois. « Oui, Victoire. En fait, Auguste a été l'un des derniers à parler à Édouard avant l'accident. Ils travaillaient ensemble au développement d'un nouveau système de navigation.
Auguste ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir détecté la faille qui... Enfin, vous savez. Les mots frappèrent Victoire comme un coup physique. L'homme qu'elle avait humilié et licencié n'était pas n'importe quel employé. C'était quelqu'un connecté à l'événement le plus traumatisant de sa vie. Quelqu'un qui portait une culpabilité similaire à la sienne. « Je dois le trouver », dit Victoire soudainement. « Êtes-vous sûr? Après ce qui s'est passé? » « Oui, c'est important. » Après avoir raccroché le téléphone, Victoire resta immobile pendant plusieurs minutes, traitant l'incroyable toile de coïncidence. Ou serait-ce le destin qui avait connecté sa vie à celle d'Auguste Merlès? Comment n'avait-elle pas remarqué avant? Comment n'avait-elle pas noté le porte-clés de l'armée de l'air, symbole qu'elle-même gardait comme une relique sacrée? Déterminée, elle commença à rechercher intensément l'ancien employé. Elle découvrit qu'après avoir été licenciée, Auguste avait accepté un emploi à l'Institut Étoile Guide, où sa fille étudierait aussi. L'école se trouvait dans le quartier du Marais, à moins de 20 minutes de son appartement. Pendant ce temps, chez Jean Merlès, Auguste assistait incrédule aux répercussions de la vidéo. Son téléphone ne cessait de sonner, avec des offres d'emploi, des demandes d'interview et même des propositions de livres et de conférences de motivation. « Tu es devenu une célébrité du jour au lendemain, frangin », commenta Jean, secouant la tête d'étonnement. Tout ça pour dire la vérité à une riche arrogante. « Ce n'était pas mon intention de provoquer tout cela », répondit Auguste, véritablement perturbé par l'ampleur que l'incident avait prise. « Je voulais juste maintenir ma dignité. » Clara, qui jouait avec ses cousins dans le jardin, entra en courant dans le salon, une tablette à la main. « Papa, regarde, il y a des gens qui font des « mêmes avec toi !» s'exclama-t-elle, montrant des montages où des phrases d'Auguste apparaissaient dans des situations comiques. « Mes amis de l'école pensent que tu es super cool. » Auguste sourit, mais ses yeux restaient préoccupés. « J'espère que ça passera vite, ma fille. Nous ne sommes pas des personnes à l'honneur. » Cette nuit-là, tandis que Clara dormait, Auguste s'assit sur la véranda de la maison de son frère. Le ciel étoilé de Paris, rarement visible à cause de la pollution lumineuse, se montrait exceptionnellement clair dans cette zone boisée de la ville. Auguste se rappela les nuits où il observait les étoiles avec Livia, sa femme, faisant des projets pour l'avenir. « Qu'est-ce que tu penserais de tout ça, mon amour ?» murmura-t-il, comme si elle pouvait l'entendre. « Ton mari discret faisant les gros titres nationaux. » Dans sa poche, le porte-clés avec des ailes argentées, cadeau de son ancien commandant, le colonel Almeida, après la tragédie qui a coûté la vie au capitaine Monteiro, pesait comme un rappel constant de la façon dont la vie pouvait changer en un instant. Ce qu'Auguste ne savait pas, c'est que le lendemain, sa vie changerait à nouveau, quand Victoire Monteiro le rencontrerait enfin, apportant avec elle un passé qui les connectait de manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Le matin était exceptionnellement clair quand Victoire Monteiro gara sa Porsche Taycan argentée à l'entrée de l'Institut Étoile Guide. Elle avait opté pour un look discret, un jean foncé, un t-shirt blanc basique et un blazer simple. Ses cheveux, normalement attachés en un chignon impeccable, étaient lâches, tombant en vagues naturelles sur ses épaules. Pas de maquillage élaboré ni de bijoux voyants, elle voulait passer inaperçue, quelque chose d'inédit pour quelqu'un qui a toujours tenu à être le centre d'attention. Elle observa le mouvement à l'entrée de l'école, des parents disant au revoir à leurs enfants, des enseignants accueillant les élèves avec des sourires chaleureux, la routine tranquille d'un établissement d'enseignement bien géré. Très différent de l'environnement tendu et compétitif d'Horizon Entreprise. Respirant profondément, Victoire prit une petite boîte sur le siège passager. À l'intérieur, le porte-clés avec des ailes argentées qu'Auguste avait laissé tomber dans la salle de réunion, et descendit de la voiture. Elle devait faire ça. Elle devait comprendre. À l'accueil de l'école, elle fut reçue par une jeune réceptionniste souriante. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ? Je cherche Auguste Merlès. Il a commencé à travailler ici récemment. » L'expression de la réceptionniste changea subtilement. « Ah, monsieur Merlès. Oui, il est avec nous depuis hier. Madame a-t-elle rendez-vous ? » « Non, mais c'est une affaire personnelle urgente. Pourriez-vous l'informer que Victoire Monteiro souhaiterait lui parler ?» Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent de reconnaissance. Elle savait clairement qui était Victoire et ce qui s'était passé entre elle et Auguste. Pendant un moment, elle parut hésiter.
Je vais vérifier s'il peut vous recevoir, dit-elle finalement, en prenant le téléphone. Pendant qu'elle attendait, Victoire observa les peintures murales, colorées sur les murs, travaux des élèves, photos d'activités scolaires, affiches sur des projets éducatifs. Un monde si éloigné du sien, si plein de vie et de spontanéité. Après quelques minutes, la réceptionniste revint. « Monsieur Merlès va vous recevoir. Il est dans le jardin intérieur, préparant une zone pour le cours de sciences en plein air. Puis-je vous y conduire ?» Suivant l'employé par les couloirs, Victoire se sentait étrangement vulnérable. Là, elle n'était pas la puissante PDG que tous craignaient. Elle n'était qu'une visiteuse, une étrangère dans un territoire qui ne lui appartenait pas. Le jardin intérieur était un espace vaste et bien entretenu, avec des parterres de plantes diverses, un petit potager et des bancs en bois distribués stratégiquement. Au centre, Auguste, vêtu d'un uniforme vert de l'Institut, organisait des instruments simples de météorologie. Un pluviomètre, une girouette, un thermomètre, sur une table. En la voyant, il se paralysa un instant. Puis, avec le même calme qu'il avait démontré pendant la confrontation, il s'approcha. « Docteur Monteiro, j'avoue que je ne m'attendais pas à votre visite. Monsieur Merlès, je vous remercie de me recevoir, surtout après... Enfin, après tout. » Un silence gênant suivit, rompu seulement par le chant d'un oiseau dans un arbre proche. « Voulez-vous vous asseoir ?» offrit Auguste, désignant l'un des bancs. Victoire hocha la tête et tous deux s'assirent côte à côte, regardant la petite fontaine qui décorait le centre du jardin. « Pourquoi êtes-vous ici, docteur Monteiro ?» Victoire retira la petite boîte de sa poche et la tendit à Auguste. « Vous avez laissé tomber ça ce jour-là. J'ai pensé que vous aimeriez le récupérer. » Auguste ouvrit la boîte et ses yeux s'adoucirent en voyant le porte-clés avec des ailes argentées. « Merci, ça signifie beaucoup pour moi. »« Je sais, » dit Victoire, le surprenant. « C'est un emblème de l'armée de l'air. Mon père en avait un pareil. » Auguste fronça les sourcils, confus. « Votre père ?»« Capitaine Édouard Monteiro, » répondit Victoire, observant attentivement la réaction d'Auguste. « Pilote de chasse, il a eu un accident lors d'un entraînement il y a presque 20 ans. » Le visage d'Auguste pâlit et ses mains, tenant le porte-clés, commencèrent à trembler légèrement. « Édouard Monteiro était votre père ?» Victoire hocha la tête, sentant l'émotion former un nœud dans sa gorge. « Le colonel Almeida m'a dit que vous aviez travaillé ensemble, que vous aviez été l'un des derniers à lui parler. Avant l'accident. » Auguste ferma les yeux un instant, comme s'il tentait de retenir des souvenirs douloureux. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « J'ai aidé à développer le système de navigation de cet avion. J'aurais dû détecter la faille. J'aurais dû... » « Ce n'était pas votre faute, » interrompit Victoire, se surprenant elle-même par la certitude dans sa voix. « J'ai passé de nombreuses années à chercher quelqu'un à blâmer. L'armée de l'air, les ingénieurs, même mon propre père pour être pilote. Mais finalement, ce n'était qu'un terrible accident. Comment avez-vous découvert le lien entre nous? J'ai vu une photo de vous, avec le colonel Almeida et d'autres officiers. J'ai reconnu son visage immédiatement. Il a été comme un oncle pour moi après le départ de mon père. » Auguste hocha la tête, comprenant. « Le monde est vraiment petit. »« Peut-être pas une coïncidence, » dit Victoire, sa voix presque un murmure. « Peut-être avais-je besoin d'entendre ce que vous avez dit dans cette salle. » À ce moment-là, un groupe d'enfants passa en courant par le jardin, riant et conversant joyeusement. Parmi eux, une fille aux cheveux bouclés et aux yeux verts brillants s'arrêta en voyant Auguste. « Papa, la professeure Marcia a dit que nous allions utiliser les thermomètres que tu as préparés pour le cours d'aujourd'hui, » s'exclama Clara avant de remarquer la présence de Victoire. « Salut, je suis Clara. Vous êtes une amie de mon père ?» Victoire sourit, véritablement charmée par la spontanéité de l'enfant. « Nous faisons connaissance maintenant. Je suis Victoire. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Victoire Monteiro, la dame de la vidéo ?» Auguste intervint rapidement. « Clara, pourquoi ne vas-tu pas avec tes amis? Le cours va bientôt commencer. » La fille hocha la tête, regardant curieusement Victoire une dernière fois avant de courir rejoindre ses camarades. « Elle est adorable, » commenta Victoire. « Elle a vos yeux. »« En fait, elle a les yeux de sa mère, » corrigea Auguste avec un doux sourire.
Livia était la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Même dans les pires moments de la maladie, elle n'a jamais perdu la capacité de voir la beauté dans les petites choses. Victoire sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange d'admiration et d'envie par la façon dont Auguste parlait de sa défunte épouse. Il y avait tant d'amour dans sa voix, tant de dévotion authentique. « Comment faites-vous » demanda-t-elle soudainement. « Comment… Je fais quoi ?»« Restez humain. Après avoir perdu votre femme, avoir dû abandonner votre carrière, faire face à des difficultés financières. Comment ne pas être devenu amer, plein de ressentiment envers le monde ?» Auguste réfléchit un instant avant de répondre. « Je n'ai pas tout perdu, j'ai encore Clara. Et quant à rester humain, je confesse que j'ai aussi été en colère contre le monde quand Livia est partie. Il y a eu des jours où la colère était si forte que je pouvais à peine respirer. Qu'est-ce qui a changé alors ? J'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais laisser l'amertume me consumer ou choisir activement d'être gentil, d'être la personne que Livia aimait, la personne que Clara mérite comme père. » Auguste fit une pause, regardant directement dans les yeux de Victoire. « Je choisis tous les jours, docteur Montero. Parfois c'est facile, d'autres fois c'est la chose la plus difficile au monde. Mais c'est toujours un choix. » Victoire sentit des larmes se former dans ses yeux, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années. Mon père disait quelque chose de similaire. Il disait qu'être pilote n'était pas seulement une question de compétences techniques, mais de caractère. Prenez soin de votre équipage. Il le répétait toujours. Je crois qu'il serait déçu de la personne que je suis devenue. Ou peut-être, dit Auguste gentiment, il serait fier de la femme forte et réussie que vous êtes, et souhaiterait seulement que vous n'ayez pas besoin d'être si dur avec vous-même et avec les autres. Victoire ne put retenir ses larmes. Là, dans ce jardin scolaire, loin des regards de ses cadres et de la pression de son entreprise, elle se permit de pleurer pour la première fois depuis les funérailles de son père. Après son départ, je me suis promis d'être forte, que personne ne me verrait jamais faible ou vulnérable, confessa-t-elle entre les sanglots. J'ai bâti mon entreprise et ma fortune sur une détermination implacable. J'ai pensé que cela me protégerait de la douleur, mais cela m'a seulement rendu vide. Auguste tendit la main et, hésitant, toucha l'épaule de Victoire en un geste de réconfort. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il prit alors le porte-clés avec des ailes argentées et l'offrit de nouveau à Victoire. Gardez-le, comme un rappel pour élever les gens en commençant par vous sauver vous-même. Victoire regarda l'objet brillant dans ses mains, sentant son poids symbolique. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi après ce que je vous ai fait ?» Auguste sourit, un sourire qui contenait une sagesse durement acquise. « Quand Livia était dans ses derniers jours, elle m'a fait promettre quelque chose. Elle a dit « Ne laissez pas cela être la fin de votre bonté. Laissez que ce soit le début de l'espoir de quelqu'un d'autre. Peut-être êtes-vous cette personne maintenant. » À ce moment-là, le signal de l'école retentit, annonçant le début des cours. Auguste se leva. « Je dois finir de préparer le matériel pour le cours de Sciences. » Victoire se leva aussi, essuyant ses larmes. « Bien sûr, Merci de m'avoir reçu, monsieur Merles. »« Auguste, » corrigea-t-il avec un sourire. « Vous pouvez m'appeler Auguste. Et vous pouvez m'appeler Victoire. » En sortant de l'Institut Étoile Guide, Victoire se sentait étrangement légère, comme si un poids qu'elle avait porté pendant 2 décennies commençait enfin à se dissiper. Sur le siège passager de sa voiture de luxe, le porte-clés avec des ailes argentées brillait sous le soleil de midi. Non plus un symbole de perte, mais un rappel de possibilité. Dans son appartement, elle regarda l'ordinateur portable ouvert sur la table basse, où des dizaines d'emails non lus du conseil d'administration et du département juridique d'Horizon attendaient son attention. Au lieu de les ouvrir, Victoire fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle alla vers le dressing et, au fond d'un tiroir verrouillé, retira une boîte en bois sculptée. À l'intérieur, elle gardait les quelques objets qui restèrent de son père, quelques photos, son alliance, des coupures de journaux sur ses missions et, soigneusement conservées, la lettre qu'il avait écrite pour être remise à elle au cas où quelque chose lui arriverait. Victoire relut les mots écrits à la main, certaines parties estompées par des larmes versées il y a longtemps. « Chère Victoire, si vous lisez ceci, cela signifie que je ne pourrai plus être physiquement à vos côtés. Mais je veux que vous sachiez que je serai toujours présent dans le vent qui souffle,
dans les étoiles qui brillent, et surtout, dans votre cœur. Voler m'a appris de nombreuses leçons, mais la plus importante est que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans le ciel. Nous dépendons les uns des autres pilotes, des contrôleurs aériens, des mécaniciens, de toute une équipe invisible qui nous garde en sécurité. La vie est aussi comme ça, ma fille. Peu importe à quelle hauteur vous volez, n'oubliez jamais qui vous a aidé à y arriver. Et quand vous serez aux commandes, rappelez-vous toujours, prenez soin de votre équipage. Élevez-les avec vous, ne les laissez pas derrière. Votre mère et moi vous avons élevés pour être fortes, mais la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, elle est de toujours se relever et d'aider les autres à se relever aussi. Volez haut, ma petite, mais jamais si haut que vous ne puissiez pas voir le sol et les gens dessus. Avec tout mon amour, papa. En terminant de lire, Victoire savait ce qu'elle devait faire. Elle prit le téléphone et fit 2 appels. Un pour Alexandre Vasconcelos, président du Conseil d'Horizon, et l'autre pour son avocat personnel. Le moment était venu de réécrire son histoire, non plus comme la reine de glace, mais comme la leader que son père avait toujours su qu'elle pourrait être. Dans les jours qui suivirent la rencontre avec Auguste, Victoire Monteiro entra dans une période de profonde réflexion. Pour la première fois depuis des années, elle annula tous ses engagements, éteignit son portable et s'isola dans son penthouse. Ce n'était plus l'isolement orgueilleux d'avant, mais une retraite consciente pour réorganiser ses pensées et ses priorités. Dans son salon, elle éparpilla des dizaines de feuilles de papier sur le sol. Sur chacune, elle écrivit des noms. Employés qu'elle avait humiliés, collègues qu'elle avait éloignés, relations qu'elle avait sacrifiées sur l'autel de son ambition. C'était une longue et douloureuse liste à examiner. « Comment suis-je devenue cela ?» se demanda-t-elle, observant la constellation de peine qu'elle avait laissée sur son chemin. Sur le mur, elle fixa une grande feuille où elle nota « Plan de reconstruction ». Il ne s'agissait pas seulement de sauver son image publique ou son entreprise, c'était un projet pour reconstruire sa propre humanité. Pendant ce temps, au siège d'Horizon Entreprise, le climat était à l'appréhension et à la spéculation. En l'absence de Victoire, le conseil d'administration avait nommé Alexandre Vasconcelos PDG par intérim. Sous sa direction, des initiatives d'urgence de gestion de crise furent mises en œuvre. Des consultants en climat organisationnel furent engagés, un canal anonyme pour les plaintes de harcèlement fut créé et des ateliers sur le leadership humanisé devinrent obligatoires pour tous les managers. Mais pour de nombreux employés, ces mesures semblaient superficielles, des pansements sur une blessure profonde qui ne cicatriserait qu'avec des changements structurels. « C'est pour la galerie », commenta Renata lors d'un déjeuner avec Caroline et d'autres directeurs. « Les procédures changent, mais la culture reste la même. »« Je ne sais pas, » répondit Caroline pensivement. « Peut-être sommes-nous trop cyniques. J'ai vu Alexandre annuler des réunions pour accompagner sa fille à une présentation scolaire hier. Cela n'arriverait jamais à l'ère Victoire. En parlant d'elle, quelqu'un a des nouvelles, elle a littéralement disparu de la carte. » Les directeurs échangèrent des regards. Personne n'avait réussi à contacter Victoire depuis plus de 2 semaines, quelque chose d'inédit pour quelqu'un qui avait l'habitude de répondre aux emails à 3 heures du matin. La 3e semaine de son absence, Victoire réapparut enfin, non à l'entreprise mais à l'Institut Étoile Guide. Elle avait organisé une réunion formelle avec Régine Santos, la directrice, et demandé qu'Auguste soit également présent. Quand elle entra dans le bureau de la directrice, Victoire semblait différente. Pas seulement par son look plus décontracté, un pantalon de tailleur simple et une blouse bleue marine sans ornement, mais par une qualité moins tangible dans sa présence. L'aura d'intimidation avait été remplacée par quelque chose de plus accessible, plus humain. « Merci de m'avoir reçu », dit-elle en s'asseyant devant Régine et Auguste. « J'ai une proposition que j'aimerais discuter avec vous. » Régine, une femme élégante d'une 50aine d'années, hocha la tête avec curiosité. « Nous vous écoutons, docteur Montaigne. »« S'il vous plaît, appelez-moi Victoire. » Elle ouvrit une mallette qu'elle avait apportée. « Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi au sens et à l'héritage, au genre d'impact que je veux laisser dans le monde, et j'ai réalisé que mon entreprise, malgré tout, son succès financier avait échoué sur l'aspect le plus fondamental, prendre soin des gens. » Auguste observait Victoire attentivement, notant la sincérité dans sa voix, quelque chose qu'il n'avait jamais perçu chez elle auparavant. «
Je suis ici parce que je veux créer une fondation, continua-t-elle, une organisation dédiée à soutenir les familles dans des situations similaires à la vôtre, Auguste. Des parents célibataires qui font face à des défis financiers tout en prenant soin d'enfants ayant des besoins de santé. Et j'aimerais que l'Institut Étoile Guide soit notre premier partenaire dans cette initiative. Régine se pencha en avant, intriguée. Quel type de partenariat envisagez-vous? Pour commencer, j'aimerais financer des bourses d'études complètes pour 20 enfants dans une situation similaire à celle de Claire. Non seulement les frais de scolarité, mais aussi le matériel scolaire, l'uniforme, la nourriture et le transport. De plus, un fonds pour une assistance médicale complémentaire couvrant les traitements et les médicaments non disponibles dans le système public. Auguste fronça les sourcils, surpris par l'ampleur de la proposition. Cela exigerait un investissement considérable. Je suis prête à allouer initialement 50 millions d'euros de mon patrimoine personnel à cette fondation, déclara Victoire, faisant presque s'étouffer Régine, avec le café qu'elle buvait. Et ce n'est que le début. La directrice posa sa tasse visiblement impressionnée. Docteur, Victoire, c'est extraordinairement généreux. Mais je dois demander, pourquoi notre institution? Il existe des écoles plus grandes, plus connues. Parce que vous avez déjà démontré votre engagement envers ces valeurs en accueillant Auguste et Claire, répondit Victoire. Et parce que je crois en la synchronicité des rencontres que nous faisons dans la vie. Je suis ici pour une raison. Elle se tourna ensuite vers Auguste, son regard plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais vu. Et il y a autre chose. J'aimerais vous inviter, Auguste, à diriger cette fondation. L'étonnement sur son visage était évident. Moi, mais je n'ai pas d'expérience en administration de fondation ou... Vous avez exactement ce dont cette fondation a besoin. Intégrité, empathie et expérience personnelle des défis que nous entendons aborder. Vos compétences techniques en tant qu'ingénieur seront précieuses pour la gestion et je peux fournir toute la formation complémentaire nécessaire. De plus, Victoire hésita brièvement, je vous fais confiance. Ces 3 mots, je vous fais confiance, venant de quelqu'un réputé pour ne faire confiance à personne, eurent un poids extraordinaire dans la pièce. Auguste resta silencieux quelques instants, assimilant la proposition. J'aurais besoin de flexibilité pour continuer à être présent dans la routine de Claire. Bien sûr, vous définirez vos propres horaires. La fondation sera structurée autour des valeurs familiales que nous voulons promouvoir. Il serait contradictoire d'exiger de son directeur qu'il néglige sa propre famille. Régine observait l'interaction avec une admiration croissante. La transformation de la reine de glace en une personne sincèrement préoccupée par le bien-être d'autrui semblait presque miraculeuse. « Puis-je y réfléchir ?» demanda Auguste finalement. « Naturellement, » répondit Victoire. « Je n'attends pas de réponse immédiate pour quelque chose d'aussi significatif. » Cette nuit-là, chez son frère, où il était encore hébergé, Auguste partagea la proposition surprenante avec Jean et Claire. « Une fondation entière, et elle veut que tu sois le chef ?» s'exclama Jean, incrédule. « La même femme qui t'a renvoyé devant tout le monde il y a quelques semaines ?»« Les gens peuvent changer, Jean, » répondit Auguste pensivement. « Je crois qu'elle est sincèrement désolée et qu'elle veut faire les choses différemment. »« Mais tu lui fais confiance, papa ?» demanda Claire, toujours perspicace. La dame à l'école a dit qu'elle était très méchante avec ses employés. Auguste considéra sérieusement la question de sa fille. « Je pense qu'elle essaie de ne plus être cette personne, ma petite Claire. Et parfois, quand quelqu'un essaie vraiment de changer, il mérite une chance. Comme quand j'ai cassé le vase de mamie et que j'ai promis d'être plus prudente, et que tu m'as quand même laissé tenir ta montre spéciale ?» Auguste sourit, touché par la comparaison simple mais profonde. Exactement comme ça. Pendant ce temps, Victoire faisait face à un autre type de défi. Elle avait convoqué une réunion extraordinaire avec le conseil d'administration d'Horizon Entreprises pour présenter non seulement son plan pour la fondation, mais une refonte complète de la culture organisationnelle de l'entreprise. Dans la grande salle de réunion où, quelques semaines auparavant, elle avait humilié Auguste, Victoire se plaçait désormais dans une position radicalement différente, celle de quelqu'un qui demandait une seconde chance. « Mesdames et messieurs du conseil, » commença-t-elle, regardant directement chacun des 12 cadres présents. « Avant de présenter ma proposition, je dois faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps.
M'excuser. Un murmure de surprise traversa la salle. Alexandre de Vasselot, le président du conseil, se réajusta sur sa chaise, clairement déconcerté. Pendant des années, j'ai dirigé cette entreprise en croyant que la dureté était synonyme de force, que la peur était un outil de gestion légitime et que la vulnérabilité était une faiblesse. Je me suis profondément trompé et nous en avons tous payé le prix. Moi qu'avec le vide que j'ai créé autour de moi, vous en supportant un environnement toxique, et nos employés en sacrifiant leur santé mentale et leur bien-être au nom des résultats. Le silence dans la salle était absolu. Personne ne s'attendait à un tel niveau d'autocritique de la part de la femme qui s'était toujours présentée comme infaillible. Ce que je propose aujourd'hui n'est pas simplement une stratégie pour gérer la crise d'image que nous traversons. C'est une réinvention complète de ce que nous sommes en tant qu'organisation. Pendant 2 heures, Victoire présenta son plan détaillé. Changement dans la politique des ressources humaines, réduction du temps de travail sans réduction de salaire, mise en œuvre d'un congé parental étendu pour tous les collaborateurs. Restructuration du plan de carrière pour valoriser les compétences non techniques telles que l'empathie et la collaboration, ainsi que la création de la fondation qui fonctionnerait indépendamment, mais en partenariat avec Horizon Entreprise. Et pour démontrer mon engagement personnel envers cette transformation, conclut-elle, je suis prête à participer à un processus formel de coaching exécutif et de thérapie avec des rapports d'avancement réguliers à partager avec le conseil. Je sais que les mots ne suffisent pas. Je dois montrer par des actions cohérentes que je suis véritablement engagé dans le changement. Le conseil débattit de la proposition pendant des heures. Certains membres plus sceptiques mirent en doute la sincérité de la transformation, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une simple stratégie de relations publiques. D'autres exprimèrent leur inquiétude quant au coût des initiatives proposées. Je ne demande pas l'approbation du Conseil pour créer la fondation, clarifia Victoire. Je le ferai avec mes ressources personnelles. Quant aux autres changements organisationnels, oui, ils exigeront des investissements. Mais le retour en termes de rétention des talents, de productivité et d'innovation compensera largement. Au final, le Conseil approuva conditionnellement le retour de Victoire en tant que PDG, avec une supervision plus étroite au cours des 6 premiers mois et des évaluations périodiques de son leadership. Lorsque la réunion se termina, il faisait déjà nuit. Victoire resta seule dans la pièce, regardant par la même fenêtre qu'Auguste, nettoyer le jour fatidique. La ville brillait au dehors, des millions de lumières comme de petites étoiles terrestres. Son téléphone sonna. C'était Auguste. « J'accepte votre proposition, » dit-il simplement. « Mais j'ai une condition. » « J'écoute. Je ne veux pas que cette fondation ne soit que d'argent ou d'assistanat. Je veux qu'elle soit une transformation. Les personnes que nous aidons aujourd'hui doivent être habilitées à en aider d'autres demain. » Victoire sourit, reconnaissant dans la condition d'Auguste le même esprit qui commençait à s'éveiller en elle. « Exactement ce que je pensais. Quand pouvons-nous commencer à planifier ? Que diriez-vous de demain ? Claire a sa leçon de natation à 4 heures, donc je suis libre jusqu'à 5h30. Demain à 2 heures, alors. Et Auguste, merci de croire en cette possibilité. » Après avoir raccroché, Victoire réalisa qu'elle tenait le porte-clés aux ailes argentées. Par impulsion, elle s'approcha de la fenêtre et regarda le ciel, où quelques étoiles s'obstinaient à briller malgré la pollution lumineuse de la métropole. « J'essaie, papa, » murmura-t-elle. « J'essaie de prendre soin de mon équipage maintenant. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une paix véritable, non pas l'absence d'émotion qu'elle avait confondue avec la force pendant tant d'années, mais la tranquillité de celle qui trouve enfin son véritable chemin. 1 an plus tard, l'auditorium de l'Institut Étoile Guide était entièrement rempli. Familles, professeurs, cadres d'Horizon Entreprise et représentants des médias s'installaient sur les chaises disposées en demi-cercle. Sur la scène décorée d'arrangements floraux blancs et bleus, une bannière affichait le logo de la Fondation Ailes, le contour stylisé d'une paire d'ailes argentées avec une étoile au centre. Dans les coulisses, Victoire Montaigne ajustait nerveusement la broche en forme d'aile sur son blazer. Ce n'était pas le trac de celle qui craint les jugements, mais l'émotion contenue de celle qui connaît l'importance du moment. « Tout est parfait, arrête de t'inquiéter », dit Auguste, s'approchant avec un sourire rassurant. Il portait un costume simple mais élégant,
Cadeau de Victoire à Noël dernier, bien qu'il ait beaucoup résisté avant de l'accepter. Parfait est un mot trop fort, répondit-elle, lui rendant son sourire. Disons que c'est adéquatement imparfait. C'était la nouvelle Victoire, toujours perfectionniste, mais capable de trouver de la beauté dans les imperfections, d'accepter que tout n'avait pas besoin d'être contrôlé. « Claire est nerveuse ?» demanda-t-elle. « Un peu. Mais tu connais ma fille. Le trac pour elle est comme le carburant pour une fusée. » Tous deux rirent. Au cours de la dernière année, Claire était devenue une présence constante dans la vie de Victoire, d'abord à travers les réunions de planification de la Fondation avec Auguste, puis lors de dîners occasionnels, de visites au planétarium. Elles avaient découvert une passion commune pour l'astronomie. Et enfin, lors de conversations profondes, où la jeune fille, avec la sagesse déconcertante des enfants, aidait Victoire à se reconnecter avec sa propre enfance. « Il est temps », annonça Régine, la directrice de l'Institut, en les rejoignant. « Nous avons une salle comble, et plus de personnes qui regardent la diffusion en ligne. » Victoire prit une profonde inspiration et se dirigea vers la scène. Les applaudissements qui l'accueillirent étaient différents de ceux auxquels elle était habituée lors des conférences d'entreprise, plus chaleureux, plus sincères. Elle aperçut des visages familiers dans la foule. Alexandre et d'autres membres du conseil d'Horizon Entreprise, René et Caroline, désormais ses alliés dans la transformation culturelle de l'entreprise, Jean Mérélès et sa famille, le colonel Dubois, et des dizaines de familles bénéficiaires de la première année d'activité de la Fondation. « Bonjour à toutes et à tous », commença-t-elle. « Je vous remercie infiniment de votre présence en ce jour spécial pour la Fondation Hales, pour l'Institut Étoile Guide, et si vous me permettez un moment personnel, pour moi. » Victoire fit une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Auguste dans les coulisses, qui hocha la tête encourageamment. « Il y a exactement 1 an, nous avons commencé un voyage pour transformer la douleur en espoir, l'échec en apprentissage et l'indifférence en connexion humaine. La Fondation Hales est née d'une crise. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire, certains l'ont vécue directement. Mais comme le dit notre devise, peu importe comment vous tombez, ce qui importe, c'est comment vous vous relevez. » Au premier rang, Claire sourit, fière d'avoir été celle qui avait suggéré cette devise lors d'une des premières réunions de planification. Au cours des 12 derniers mois, nous avons réussi à offrir des bourses d'études complètes à 43 enfants dans 8 établissements d'enseignement partenaires. Notre programme d'assistance médicale complémentaire a aidé 127 familles. Nous avons créé le projet Accueillir, offrant un soutien psychologique aux parents célibataires en situation de vulnérabilité. Et nous avons lancé le programme Nouveau Départ, qui a déjà formé professionnellement 86 personnes ayant eu besoin de réinventer leur carrière en raison de crises personnelles. Les chiffres étaient impressionnants, mais ce n'était pas l'objectif principal de Victoire. Elle savait que derrière chaque statistique se cachaient des histoires humaines, des défis surmontés, des vies transformées. Mais nous ne sommes pas ici seulement pour célébrer des chiffres, nous sommes ici pour honorer des transformations. Et pour cela, je cède la parole au directeur exécutif de la Fondation, l'homme sans qui rien de tout cela ne serait possible, Auguste Mérélès. Les applaudissements furent assourdissants lorsqu'Auguste monta sur scène. Lui, qui avait toujours privilégié l'anonymat, faisait maintenant face au projecteur avec la même dignité silencieuse qu'il avait démontrée ce jour-là dans la salle de réunion. « Merci, Victoire », dit-il en ajustant le microphone. « Quand on m'a demandé de diriger cette fondation, je confesse que j'ai hésité. Non pas que je doutais de la sincérité de la proposition, mais parce que je craignais de ne pas avoir les compétences nécessaires. Je n'étais qu'un ancien militaire, ancien ingénieur, travaillant dans la maintenance pour subvenir aux besoins de ma fille. » Il regarda Claire, qui lui fit un signe de pouce levé. « Mais j'ai appris que parfois, nos plus grandes limitations ne sont que des perceptions erronées de nous-mêmes. La Fondation Hales n'existe pas seulement pour aider les familles avec des ressources financières ou des opportunités éducatives. Elle existe pour nous rappeler à tous que nous pouvons toujours recommencer, que nous pouvons toujours choisir un chemin différent. » Auguste invita ensuite sur scène 3 bénéficiaires de la Fondation qui partagèrent leurs histoires de dépassement. Une mère célibataire qui avait réussi à terminer ses études supérieures tout en s'occupant de son fils atteint de paralysie cérébrale. Un père qui, après avoir tout perdu lors d'une inondation,
avait reconstruit sa vie professionnelle grâce au programme Nouveau Départ. Une adolescente qui, grâce à la bourse d'études et aux traitements médicaux pour sa condition respiratoire, rêvait maintenant de devenir médecin. Lorsque le dernier témoignage se termina, il n'y avait pas d'yeux secs dans l'auditorium. Victoire, habituellement si réservée, n'essayait pas de cacher ses propres larmes. « Et maintenant, » annonça Auguste, « nous avons une présentation spéciale préparée par les élèves boursiers de la Fondation. » Un groupe d'enfants, y compris Claire, monta sur scène. Ils avaient préparé une chorégraphie sur une chanson sur le dépassement et l'espoir. Au centre du groupe, une jeune fille en fauteuil roulant menait les mouvements avec grâce et détermination. À la fin de la présentation, Claire prit le microphone, surprenant même son père. « Aujourd'hui est un jour très important, » dit-elle avec la confiance de celle qui est née pour la scène. « Ce n'est pas seulement l'anniversaire de la Fondation. C'est aussi un jour triste et heureux pour mon papa et pour Tata Victoire. » Auguste et Victoire échangèrent des regards surpris. Ils n'avaient pas parlé à Claire de la date. « Aujourd'hui, cela fait 3 ans que ma maman est partie au ciel, et 21 ans que le papa de Tata Victoire est aussi parti. C'est pourquoi nous avons préparé une surprise. » Au signal de Claire, les lumières de l'auditorium s'éteignirent, et au plafond, de petites lumières LED commencèrent à briller, simulant un ciel étoilé. Régine, qui avait aidé à organiser la surprise, remit à chaque personne présente une petite lanterne en papier biodégradable, de celles qui peuvent flotter une fois allumées. « Allons tous au jardin », invita Claire. L'auditorium se vida progressivement, des centaines de personnes se dirigeant vers le grand jardin de l'Institut, où des lanternes plus grandes étaient déjà préparées. Au centre de l'espace, Claire, Auguste et Victoire se positionnèrent ensemble. La jeune fille prit les mains des deux et les unit entre les siennes. « Papa m'a appris que lorsque quelqu'un que nous aimons s'en va, nous ne perdons pas totalement cette personne. L'amour change de forme, comme l'eau qui devient nuage, mais il continue d'exister. » Victoire sentit sa gorge se serrer face à la sagesse de l'enfant. Auguste, à ses côtés, essayait de garder son sang-froid, mais ses yeux brillaient intensément sous les vraies étoiles qui se révélaient maintenant dans le ciel nocturne. « Et Tata Victoire m'a appris que parfois nous devons nous perdre pour nous retrouver vraiment, » continua Claire. « Comme quand un avion entre dans une tempête, mais le pilote sait que de l'autre côté, le soleil brille à nouveau. » Une équipe de bénévoles commença à distribuer les lanternes, et bientôt le jardin fut rempli de petites lumières vacillantes, créant un spectacle magique contre le ciel sombre. « Nous allons tous lâcher nos lanternes ensemble, » instruisit Régine, « en mémoire de ceux que nous aimons et que nous avons perdus, mais aussi en célébration des nouvelles connexions que nous avons formées et des vies que nous avons reconstruites. » Auguste alluma sa lanterne, pensant à Livia. Victoire alluma la sienne, se souvenant de son père. Claire tenait une 3e lanterne, représentant non pas la perte mais l'espoir, l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Peu à peu, des centaines de lanternes s'élevèrent dans les airs, créant une danse lumineuse au-dessus de la ville. C'était un moment de beauté transcendantale, où douleur et joie, passé et futur, s'entremêlaient en harmonie. Victoire, observant le spectacle, sentit quelque chose toucher sa main libre. C'était Auguste, lui offrant discrètement le porte-clés aux ailes argentées. « Je crois que maintenant il nous appartient à tous les deux, » dit-il doucement. Elle accepta le petit objet, comprenant sa signification plus profonde. Ce n'était pas seulement un souvenir de perte, mais un symbole de transformation, la sienne comme la sienne. « Merci, » murmura Victoire, « de m'avoir montré qu'il est toujours possible de recommencer. » Auguste sourit, son regard rencontrant le sien sous le ciel illuminé par les lanternes. « Et merci de m'avoir aidé à tenir la promesse que j'ai faite à Livia, transformer notre douleur en le début de l'espoir pour d'autres personnes. » Claire, entre eux, serra les mains des deux. « Nous faisons une bonne équipe, n'est-ce pas ?» Victoire se baissa pour être à la hauteur de la petite fille. « La meilleure équipe, ma petite Claire, comme ton grand-père l'aurait dit, le meilleur équipage. » À ce moment-là, sous les vraies étoiles et les centaines de lanternes qui imitèrent des étoiles terrestres, quelque chose se compléta pour Victoire Montaigne. La reine de glace s'était complètement dissoute, laissant place à une femme qui avait enfin compris la leçon la plus importante de son père. La vraie force n'est pas de soumettre les autres, mais de les élever. Et en élevant les autres, elle-même avait été élevée. 6 mois plus tard,
La Fondation Hales fut reconnue internationalement comme un modèle innovant de responsabilité sociale. Horizon Entreprises, sous la direction transformée de Victoire, fut élue l'une des meilleures entreprises où travailler en France. Le modèle de gestion humanisée mis en œuvre par elle était devenu un cas d'étude dans les écoles de commerce du monde entier. Mais pour Victoire, la vraie victoire résidait dans les moments simples, les dimanches après-midi à aider Claire avec ses projets scientifiques, les conversations sincères avec Auguste sur les défis et les joies de la Fondation, la paix qu'elle avait enfin trouvée avec elle-même. Le porte-clés aux ailes argentées n'était plus rangé dans un tiroir. Il occupait désormais une place d'honneur sur le bureau de son cabinet à côté de la photo de son père et d'un dessin fait par Claire. 3 figures main dans la main sous un ciel étoilé, avec la légende écrite en lettres d'enfant. La famille, ce n'est pas seulement ceux qui naissent ensemble, c'est ceux qui choisissent de voler ensemble.